Je m'appelle Mabel Elkin. J'ai 90 ans, et avant que l'arthrite ne prenne mes mains et que la mémoire ne commence à me jouer des tours, j'ai été institutrice pendant 42 ans. J'enseignais en 2e année dans la même petite ville du Missouri où je vis maintenant seule. La vie a ralenti après la retraite. Les visites aussi. Les appels téléphoniques également. Ma fille, Clara, ne m'a pas rendu visite depuis plus d'une décennie. Mais mardi dernier, juste après avoir terminé mon thé du matin, elle est apparue sur mon porche. Sans avertissement. Sans chaleur. Et ses premiers mots n'étaient pas bonjour ou tu m'as manqué. Elle a dit, j'ai besoin de 300 000 $. Ces mots ne se sont pas installés immédiatement. C'était comme quelqu'un parlant en code quelque chose de familier, mais incorrect. Clara se tenait là dans un manteau qui semblait plus coûteux que toute ma pension annuelle. Ses lèvres étaient pincées comme si elle avait répété cette phrase pendant des jours. Ses yeux étaient secs. Elle ne pleurait pas. Je ne l'avais pas vue depuis les funérailles de son père il y a 12 ans. Et maintenant elle était là, debout sur le porche de la maison qu'elle avait jadis quittée en trombe, demandant une somme d'argent que je ne savais même plus prononcer à voix haute. Je lui ai fait signe d'entrer. Ma voix était trop sèche pour parler, alors je me suis simplement écartée et j'ai laissé ses talons claquer contre mes vieux planchers. La maison sentait le cirage au citron et la poussière, les deux seules choses que je pouvais maintenir constantes. Je ne lui ai pas offert de thé. Je ne savais pas quoi offrir, honnêtement. Tout en moi semblait chancelant, comme si j'étais encore endormie. Clara s'est assise sur le canapé à motifs floraux, croisant les jambes comme si elle possédait l'endroit. Ce n'est pas pour moi, a-t-elle ajouté, brisant enfin le silence. C'est pour Jérémy. Il a des ennuis. Jérémy. Mon petit-fils. Je ne l'avais pas vu depuis ses 16 ans. Il me dessinait des images et les laissait dans la boîte aux lettres quand Clara refusait de me laisser leur rendre visite. Je me souviens qu'il adorait les dragons, il m'appelait Mamie Cœur de Dragon. J'ai gardé ses dessins pendant des années jusqu'à ce que l'encre s'estompe. Maintenant elle voulait que je le sauve. Avec 300 000 $. Il a investi, a poursuivi Clara. Crypto, actions, tout ça. Mais il s'est retrouvé impliqué dans quelque chose de plus gros. Il y a un problème juridique. Si nous n'agissons pas vite, il pourrait aller en prison. Sa voix n'a pas tremblé une seule fois. C'était purement professionnel. Je me suis enfoncée dans le fauteuil inclinable. Mes genoux me faisaient mal. J'ai fixé le tapis fleuri qui était là depuis 1983. Clara, ai-je murmuré, tu ne m'as pas parlé depuis 12 ans. Et la première chose que tu dis, c'est que tu as besoin d'argent. Elle a détourné le regard. Je sais comment ça sonne, a-t-elle dit. Mais nous n'avions pas le temps de parler du passé. J'ai cligné lentement des yeux. Le passé? C'est tout ce que j'avais. Chaque jour, je m'assieds dans cette maison et je le revis. Les fêtes d'anniversaire qu'elle a manquées. Les fêtes passées à fixer la porte d'entrée. Les lettres que j'ai écrites et jamais envoyées. J'ai été malade, ai-je dit doucement, observant son visage pour y déceler un signe d'inquiétude. J'ai eu une pneumonie l'hiver dernier. J'ai été hospitalisée pendant 1 semaine. Son expression n'a pas changé. Pas même un tressaillement. Maman, je suis désolée, mais il ne s'agit pas de ça maintenant. C'est urgent. Elle s'est penchée en avant, tirant une élégante enveloppe de son sac. J'ai apporté des documents. Ils expliquent tout. L'avocat a dit que si nous agissons cette semaine, nous pouvons éviter une comparution au tribunal. Je n'ai pas touché l'enveloppe. Je l'ai juste regardée fixement. Son visage ressemblait au mien, mais en plus dur. Comme si la vie l'avait poli en quelque chose de plus froid. Je voulais lui demander tant de choses. Pourquoi n'avait-elle jamais appelé? Où était-elle quand je me suis cassé la hanche? Qui étais-je pour elle maintenant? Un portefeuille? Une étrangère avec une mémoire? Tu te souviens de ton ancienne chambre? Ai-je dit soudainement, me surprenant moi-même. Elle a cligné des yeux, confuse. Quoi? Elle est toujours pareille, ai-je continué. Le même papier peint jaune. La même bibliothèque. Ton lapin en peluche est toujours sur l'oreiller. Je l'époussette chaque semaine. Ses lèvres ont tressailli comme si elle voulait dire quelque chose de doux, mais cela a disparu. Maman, s'il te plaît. Il ne s'agit pas de nostalgie. Jérémy a besoin de cet argent. Tu es son seul espoir. Seul espoir. Cette phrase brûlait. J'avais jadis espéré tant de choses, une famille heureuse, une fille qui prendrait soin de moi comme j'avais pris soin d'elle. Maintenant j'étais sa banque d'urgence.
Son dernier recours. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblantes. Clara, je vis avec ma pension d'enseignante et le peu d'économie qu'il me reste. Tu me demandes de l'argent que je n'ai pas. Elle a levé un sourcil. Papa t'a laissé la maison et sa rente. Ne fais pas semblant d'être pauvre. La gifle que je ne lui ai pas donnée a résonné fort dans ma tête. Sa voix était tranchante, comme une accusation, pas du désespoir. Je suis allée à la fenêtre, ayant besoin d'air même si elle était fermée. La rue dehors était calme, les feuilles tombant comme tout ce qui est vieux doit tomber. J'ai vécu sans toi pendant 12 ans, ai-je dit doucement. Ne viens pas ici en pensant que tu sais quoi que ce soit de ma vie. Tu as renoncé à ce droit. Elle n'a pas argumenté. Elle a juste regardé fixement. Alors tu dis vraiment non? A-t-elle demandé, d'une voix plate. À ton propre petit-fils. Je me suis retournée. Je dis non à être utilisé. Pendant un moment, j'ai vu un éclair de quelque chose derrière ses yeux. Était-ce du regret? Ou juste la surprise que son plan ait échoué? Clara s'est levée lentement, remettant l'enveloppe dans son sac à main. Je pensais que tu voudrais peut-être arranger les choses. Que tu verrais cela comme une chance d'aider. Ces mots n'étaient pas doux. C'étaient des hameçons à pâté. J'ai été seule si longtemps, Clara, ai-je dit. Tu n'as pas le droit de te pointer et de prétendre que je compte seulement quand tu as besoin de quelque chose. Elle a ajusté son manteau, jeté un coup d'œil à sa montre, et s'est dirigée vers la porte. Eh bien, a-t-elle dit froidement, j'ai essayé. Et puis elle était partie. La porte s'est refermée comme une ponctuation. Et je suis restée avec le silence et le fantôme de l'espoir. Après la fermeture de la porte, je suis restée là un moment fixant juste la poignée comme si elle pouvait tourner à nouveau. Mais elle ne l'a pas fait. Elle était partie. Encore. Pas une étreinte. Pas un second regard. Juste une bouffée de son parfum et cette enveloppe qu'elle n'a pas laissée derrière. J'ai traîné les pieds jusqu'à mon fauteuil, mes jambes plus lourdes que d'habitude. Je me suis assise lentement, m'enfonçant dans le même coussin où j'avais regardé un millier de couchers de soleil seul. Le silence était différent maintenant. Il avait une arête. Une question qui flottait dans l'air comme de la fumée. Quel genre de fille ne revient pas? Je me souviens quand Clara est née. J'avais 29 ans, nouvellement mariée, et terrifiée. Elle avait un cri puissant, un petit visage rouge, et une poigne qui ne lâchait pas mon doigt. Pendant les 5 premières années, elle était mon ombre. Nous faisions des soirées dansantes dans la cuisine et des bains à bulles qui duraient éternellement. Je lui tressais les cheveux le matin avant l'école, fredonnant pendant qu'elle mangeait son porridge. Je ne sais pas quand tout a commencé à changer. Peut-être après le décès de son père. Peut-être après qu'elle ait rencontré Raymond. Mais quelque part en chemin, je suis devenue jetable. J'avais appris à pardonner par morceaux. Quand elle a manqué mon 70e anniversaire, j'ai dit, elle est occupée. Quand elle a manqué les funérailles de ma sœur, qui l'avait aidée à élever, elle fait son deuil à sa façon. Mais avec le temps, ces morceaux ont cessé de former un tout. Et maintenant elle était là, 12 ans plus tard, non pas pour demander comment j'allais mais pour demander 300 000 $. La colère n'est pas montée comme un feu. Elle s'est infiltrée, lente et froide, comme de l'eau s'imprégnant dans une planche fissurée. Je n'étais pas en colère pour ce qu'elle avait demandé. J'avais le cœur brisé que ce soit la seule raison pour laquelle elle était venue. Je suis restée dans ce fauteuil jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher. La lumière orange se répandait sur le tapis comme elle le fait toujours en octobre. Je l'ai regardé se déplacer centimètre par centimètre sur le sol, le seul signe que le temps passait encore. Mon thé avait refroidi, intact sur la table d'appoint. Finalement, je me suis levée, suis allée à la cuisine, et l'ai versé dans l'évier. Mes mains tremblaient en tenant la tasse. Elle n'avait même pas remarqué cette tasse une que Clara avait peinte quand elle avait 7 ans lors d'une foire d'église. Elle était là, contenant mes matinées. Elle n'avait jamais demandé. Le téléphone a sonné une fois cette nuit-là, et mon cœur a bondi. Mais c'était juste Evelyne, ma voisine d'en face. Elle voulait savoir si j'avais des pêches en conserve supplémentaires de la collecte de l'église. Nous avons parlé du temps, des nouveaux sermons du pasteur Jim, et comment l'épicerie facture maintenant 50 cents pour les sacs. Je ne lui ai pas parlé de Clara. Je ne voulais pas le dire à haute voix. Parce que le dire signifierait accepter que ce n'était pas un rêve. Qu'elle était vraiment venue ici, s'était tenue dans mon salon, et était repartie laissant mon cœur à vif. Plus tard, j'ai descendu la boîte de photos de l'étagère du couloir. Je ne l'avais pas ouverte depuis des années.
À l'intérieur se trouvaient d'anciens anniversaires, Noël, dessins et mots de l'école primaire, je t'aime, maman écrit au stylo à paillettes. J'ai tracé les lettres avec mes doigts. Qu'est-il arrivé à cette petite fille? Était-elle enterrée sous le stress, sous de mauvais choix, sous une colère que je n'ai jamais comprise? Ou a-t-elle simplement oublié la femme qui l'a élevée? J'ai trouvé une photo de nous deux à la plage, elle avait 6 ans, serrant un seau en plastique, souriant comme si j'étais tout son monde. C'était il y a toute une vie. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je suis restée couchée à écouter le vent appuyé contre les fenêtres. Je continuais à rejouer sa voix calme, détachée, professionnelle. C'est pour Jérémy. Mon petit-fils. La dernière fois que je l'ai vu, il coloriait des dragons à ma table de cuisine. Je me souviens qu'il m'a serré fort dans ses bras avant que Clara ne l'emmène. Je n'ai jamais eu d'adieu. Je me demandais s'il savait d'où il venait. S'il se souvenait comment je le laissais mettre des guimauves dans ses céréales. Était-il vraiment en difficulté? Ou était-ce juste une autre histoire que Clara avait inventée pour obtenir ce qu'elle voulait? Le lendemain matin, je me suis retrouvée debout au milieu du salon, fixant l'endroit où elle s'était assise. J'ai remarqué une légère empreinte sur le coussin du canapé, preuve qu'elle avait été ici. Preuve que je ne l'avais pas imaginée. Je l'ai touchée doucement, comme si elle pouvait me dire ce qu'elle n'avait pas dit. J'ai pensé à l'appeler. Poser des questions. Crier. Pleurer. Mais ensuite j'ai imaginé sa voix à l'autre bout, plate, impatiente, transactionnelle. Je ne pouvais pas le faire. Pas encore. Je n'étais pas prête à être blessée à nouveau. J'avais appris à vivre avec le silence. Je ne savais pas si je pouvais survivre à son retour. J'ai passé le reste de la journée à écrire une lettre que je n'enverrai jamais. J'avais besoin de faire sortir les mots, même si elle ne les lirait jamais. Clara, ai-je écrit, tu étais la lumière de ma vie. Tu le es toujours. Mais je ne sais pas qui tu es devenue. Et je ne sais pas comment pardonner à une fille qui ne rentre à la maison que lorsque ses mains sont tendues. Je ne suis pas un chéquier. Je ne suis pas un coffre-fort. Je suis ta mère. Et je méritais mieux. J'ai plié la lettre et l'ai glissée dans ma Bible, page 90, psaume, sans autre raison que le symbolisme. Au coucher du soleil, je me sentais vide. Mais aussi, un peu plus légère. Parfois le corps se souvient de choses que le cœur n'admettra pas. Ma poitrine s'était sentie serrée pendant des années, toujours espérant, toujours se demandant. Mais maintenant, peut-être, je pouvais arrêter d'attendre. Je ne savais pas si Clara reviendrait un jour. Et si elle le faisait, je ne savais pas qui elle serait. Mais je savais une chose, je ne répondrais à aucun coup de sonnette avec mon portefeuille. La prochaine fois qu'elle viendrait, elle devrait apporter plus que des papiers. Elle devrait apporter quelque chose de réel. Et peut-être, juste peut-être, je serais prête à ouvrir la porte. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. À mon âge, le sommeil n'est pas tant reposant qu'emprunté. Mon dos me faisait mal à cause de la façon dont je m'étais recroquevillée la nuit précédente, mais ça ne me dérangeait pas. Il y avait quelque chose de lourd dans ma poitrine, comme une ecchymose se formant sous les côtes. Je me suis assise, j'ai laissé mes pantoufles trouver le sol, et j'ai traîné les pieds vers la cuisine. Tout était comme je l'avais laissé, la vaisselle empilée, la radio débranchée, la tasse peinte par Clara toujours posée près de la fenêtre. Je l'ai ramassée et l'ai serrée contre ma poitrine. Puis j'ai commencé à pleurer. Ce n'était pas un pleur dramatique, pas comme dans les films. Pas de sanglots déchirants, pas de halètement. Juste des larmes. Lentes et têtues, comme moi. Elles coulaient sur mes joues pendant que je regardais la rue où j'ai vécu pendant 62 ans. J'ai pleuré pour la version de Clara qui dansait autrefois dans le salon en pyjama à pied. J'ai pleuré pour les anniversaires passés seuls. Et j'ai pleuré parce que j'avais finalement dit non à elle. Je m'étais enfin défendue. Et cela m'a laissé me sentir vide et fière en même temps. Étrange comme la force se sent solitaire. Je n'ai parlé à personne de sa visite. Même pas à Evelyne de l'autre côté de la rue, qui normalement entend chaque murmure en ville. Je ne voulais pas entendre de conseils ou de sympathie. Je voulais le silence. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ce que cela signifiait pour elle d'apparaître de nulle part. Pas pour moi, mais pour l'argent. Cela me rongeait. Que avais-je fait pour devenir juste un chiffre dans son esprit? Était-ce quelque chose où j'avais échoué en tant que mère? Pensait-elle que je lui devais quelque chose? Ou croyait-elle que j'avais déjà disparu, juste une vieille femme, presque partie? J'ai passé la journée à parcourir le grenier. Pas pour nettoyer. Juste pour voir. Je n'y étais pas allée depuis des années.
C'est un espace étroit avec une petite ampoule qui vacille quand il fait froid. Là-haut, j'ai trouvé les vieux livres de Clara, toujours soigneusement rangés dans une caisse rose. Contes de fées, journaux, même sa robe de bal de promo scellée dans un sac en plastique. J'ai tout touché. Pas par nostalgie mais pour me rappeler qu'autrefois, elle appartenait ici. Autrefois, elle était une fille qui riait. J'ai même trouvé son invitation de mariage glissée entre de vieilles fiches de recettes. Son mariage auquel je n'ai pas été invitée. Celui-là a fait plus mal que la plupart des choses. L'absence qui est venue sans raison. Ce mariage a eu lieu en Californie. Elle m'avait appelé 5 mois avant, furieuse à propos d'une dispute idiote que nous avions eue sur l'argent, les choix et l'éducation de Jérémy. Je lui ai dit qu'elle se précipitait toujours. Elle a dit que je m'accrochais toujours. L'appel suivant est venu de son avocat. Pas un mot de Clara. Ni à ce moment-là. Ni le jour J. Et maintenant elle pensait qu'elle pouvait réapparaître comme si les 12 dernières années n'avaient été rien de plus qu'une sieste que j'avais faite dans ce fauteuil solitaire. Comme si je n'avais aucun souvenir. Le souvenir qui est revenu le plus fort était d'un jour où Clara avait 12 ans. Elle s'était coupé le genou en grimpant au saule pleureur derrière la maison. Du sang partout, de la panique dans ses yeux. J'ai couru vers elle, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai portée dans la cuisine, et je l'ai soignée avec des mains tremblantes. « Tu prendras toujours soin de moi, n'est-ce pas maman ?» a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, écartant ses cheveux de son visage. « Toujours » avais-je dit. Ce mot était une promesse que j'ai tenue plus longtemps que je n'aurais dû. Toujours est dangereux quand on aime quelqu'un qui cesse de vous aimer en retour. Et pourtant, je le murmurais encore parfois. Jeudi, une lettre est arrivée. Pas de Clara. D'un avocat. L'enveloppe était épaisse, formelle. Je me suis assise et l'ai ouverte de mes mains lentes. À l'intérieur, une déclaration dactylographiée. La situation d'investissement de Jérémy s'était élevée à une préoccupation juridique. Les mots étaient habillés en jargon juridique, mais le message était simple, il voulait mon aide. Financièrement. Et bientôt. Il y avait un numéro à appeler. Une date limite. Une menace voilée enveloppée de politesse. Ce n'était même pas signé par Clara, juste son avocat, comme si j'étais une transaction en attente de traitement. J'ai plié la lettre et l'ai placée à côté des autres que j'avais gardées. Cette nuit-là, je me suis tenue dans le couloir à fixer le téléphone. J'aurais pu l'appeler. J'aurais pu crier. Demander pourquoi elle pensait que j'étais juste un distributeur automatique. Mais ensuite j'ai imaginé sa voix calme, mesurée, comme une femme qui avait préparé ses répliques. C'est ce qui faisait le plus mal. Pas la demande mais le script. Tout semblait répété. Son coup. Son ton. Même sa sortie. J'ai éteint les lumières, je me suis glissée dans le lit, et j'ai tiré les couvertures sur ma poitrine. J'ai dit son nom à haute voix dans l'obscurité. Clara. Juste une fois. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être juste à me sentir moins invisible. Le lendemain matin, Evelyne est venue avec une boîte de pain aux bananes. J'ai pensé que tu pourrais en avoir besoin, a-t-elle dit en souriant. Je ne t'ai pas vu sur le porche. Je lui ai offert du café et n'ai rien dit à propos de Clara. Mais Evelyne remarquait toujours. Ça va, ma chérie ? A-t-elle demandé doucement. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ma fille est passée, ai-je finalement dit. Après 12 ans. Ses yeux se sont écarquillés, mais elle n'a pas posé de questions. Elle a juste tendu la main, touché la mienne, et dit « Parfois ils reviennent pour les mauvaises raisons. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de les aimer. Ça veut juste dire qu'on se protège un peu plus. » Cela m'a fait pleurer à nouveau. Après le départ d'Evelyne, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai regardé par la fenêtre. Les enfants du quartier passaient à vélo, en riant. La même rue où Clara avait grandi. Elle n'avait pas beaucoup changé. Mais peut-être que moi si. Peut-être qu'il était temps que j'arrête d'avoir peur de dire non. Peut-être que cette visite n'était pas la pire chose, elle m'a rappelé que mes limites comptaient encore. Que je n'attendais pas juste que quelqu'un se souvienne de moi. Je m'étais souvenue de moi-même. Et cela comptait pour quelque chose. Je ne savais pas ce que Clara ferait ensuite. Mais je savais ce que je ne ferais pas, vendre ma paix pour son chaos. J'ai gardé la lettre de l'avocat à côté de ma tasse de thé pendant 3 jours. Je ne l'ai pas jetée, je ne l'ai pas classée. Je l'ai juste gardée là, où je pouvais la voir. Chaque matin, je m'asseyais à la fenêtre, prenais une gorgée dans la vieille tasse de Clara, et jetais un coup d'œil à cette enveloppe comme si elle pouvait s'enflammer ou se transformer en excuse. Elle ne l'a jamais fait.
Elle est restée silencieuse. Elle est restée raide. Tout comme elle. J'ai pensé à appeler le numéro sur la lettre, non pas pour payer quoi que ce soit, mais pour leur dire qu'ils devraient avoir honte. Puis j'ai pensé qu'est-ce que cela arrangerait même. Dimanche après-midi, la sonnette a retenti à nouveau. Mon cœur a sauté. Je me suis figée dans la cuisine, à mi-chemin de couper une pomme. Le son semblait plus fort qu'il ne l'était trop fort pour cette maison silencieuse. J'ai marché lentement vers la porte, les paumes moites. Je l'ai ouverte, m'attendant à plus de paperasse ou peut-être à un coursier. Mais ce n'était pas le cas. C'était Jérémie. Mon petit-fils. Plus grand maintenant, avec une petite barbe et des yeux fatigués qui ressemblaient exactement à ceux de son père. Il tenait ses mains dans ses poches et fixait ses chaussures. « Salut, mamie » a-t-il dit, la voix douce, presque brisée. « Je voulais te voir. » Pendant une longue seconde, je n'ai pas pu bouger. Il ressemblait tellement au garçon dont je me souvenais, mais ce n'était plus un garçon. Je lui ai fait signe d'entrer. Il est entré lentement, les yeux scrutant le salon comme si c'était un musée. Je l'ai regardé tout absorbé, les napperons tricotés, les photos encadrées, le vieux poêle à bois. « Ça sent la même chose » a-t-il dit, un petit sourire tirant le coin de sa bouche. Je n'étais pas prête à sourire en retour. « Je pensais que je ne te reverrais jamais » ai-je dit. « Moi non plus » a-t-il répondu, les yeux se portant sur la tasse sur le rebord de la fenêtre. « Tu as encore ça ?» Il s'est assis sur le canapé comme il le faisait avant, se penchant en arrière comme seuls les adolescents le font. Mais il n'était pas avachi maintenant, il était tendu. « Maman m'a dit qu'elle était venue » a-t-il dit. « Elle a dit que tu étais têtu. » J'ai pouffé, plus fort que je ne le voulais. Elle n'est pas venue pour visiter. Elle est venue pour collecter. Jérémie a hoché la tête. Je sais. Il a regardé ses mains, les a frottées ensemble comme s'il se réchauffait pour quelque chose de difficile. Mamie, je ne lui ai pas demandé de faire ça. Je lui ai dit de ne pas le faire. Mais elle a paniqué. J'ai fait des erreurs stupides, mais ce n'est pas ton travail de les réparer. Sa voix s'est brisée alors, et j'ai revu le garçon, celui qui mangeait tous mes bonbons au caramel et me parlait de ses projets scientifiques. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit ? Ai-je demandé. Toutes ces années. Même pas une carte d'anniversaire. Il a dégluti. Maman disait que tu ne voulais rien avoir à faire avec nous après la dispute. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Elle t'a dit ça ? Il a hoché la tête lentement. Mes genoux ont un peu cédé, et je me suis assise. Jérémie, ai-je dit, ma voix tremblant, je t'ai écrit chaque Noël. Chaque anniversaire. Elle a dû les garder loin de toi. Il a paru horrifié. Je n'ai jamais rien reçu. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps après cela. Le genre de silence qui enfle avec toutes les choses que vous n'avez pas dites pendant des années. Finalement, Jérémie s'est penché en avant, appuyant ses coudes sur ses genoux. Je me suis impliquée dans quelque chose de stupide avec des types en ligne. Nous faisions des flips de pièces, du day trading, peu importe comment tu veux l'appeler. Puis l'un d'eux a commencé à diriger une arnaque de pump and dump. Je ne l'ai su que trop tard. Maintenant je suis pris au milieu d'une enquête de la SEC. Je pourrais ne pas aller en prison, mais c'est compliqué. J'ai hoché la tête. Pas parce que je comprenais, mais parce qu'il avait l'air effrayé. Je ne suis pas ici pour te demander de l'argent, a-t-il dit rapidement. Je le jure. Je suis venu pour dire que je suis désolé. D'avoir cru ce qu'elle m'a dit. De ne pas être venu plus tôt. Tu m'as manqué. Ces 3 derniers mots ont desserré quelque chose dans ma poitrine. J'ai tendu la main et pris la sienne. Elle était chaude, forte, mais tremblante. Merci de dire ça, ai-je murmuré. Tu es la première personne à s'asseoir dans cette pièce et à me présenter des excuses depuis plus d'une décennie. Ses yeux brillaient, mais il n'a pas pleuré. Est-ce que je peux revenir parfois ? Je veux te connaître à nouveau. Ma voix s'est brisée. Oui. Nous avons passé le reste de l'après-midi à parler. Pas d'argent ou d'erreur. Juste la vie. Il m'a dit qu'il avait travaillé à des petits boulots, essayant de se remettre sur pied. Je lui ai parlé des oiseaux qui nichaient dans les avant-toits du Porsche chaque printemps, et comment j'avais appris à rejouer un peu de piano juste pour rester occupé. Pour la première fois depuis des années, le rire est revenu dans cette maison, pas fort, pas long, mais réel. Je l'ai accompagné à la porte au coucher du soleil, et quand il s'est retourné pour me serrer dans ses bras, je l'ai tenu fermement. Comme si je ne voulais jamais le lâcher. Après son départ, je me suis tenue sur le porche et j'ai regardé la rue.
L'air était vif. Quelque part au loin, des carillons tintaient paresseusement. J'ai pensé à Clara à nouveau, comment elle avait transformé la vérité en quelque chose de méconnaissable. Et j'ai pensé à Jérémie, prenant le bus depuis la ville juste pour dire désolé. Il y a une sorte de courage là-dedans que je n'attendais pas. Peut-être qu'il n'était pas perdu. Peut-être que je ne l'étais pas non plus. Je n'étais pas prête à pardonner à Clara, mais pour la première fois, je ne me sentais pas comme si je disparaissais. J'avais été vue. Et ça, à 90 ans, c'est un cadeau que l'argent ne peut pas acheter. Cette nuit-là, après le départ de Jérémie, je me suis assise près de la fenêtre longtemps après que les lampadaires se soient allumés. Je n'ai même pas pris la peine de dîner, j'ai juste fait une tasse de thé et regardé la lune se lever derrière les arbres. Mon cœur était encore plein de sa visite, mais il souffrait aussi à des endroits que je n'avais pas touchés depuis des années. Ses excuses avaient apaisé quelque chose, mais elles avaient aussi rouvert une vieille blessure. Clara. Ma fille. Mon seul enfant. Je me posais sans cesse la même question. Comment en sommes-nous arrivés là? Qu'est-ce qui a transformé la fille qui me tenait autrefois la main en quelqu'un qui ne me voyait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose? Je suis allée au tiroir dans mon couloir où je gardais de vieux papiers à lettres, du papier épais avec des roses le long de la bordure, décolorés par l'âge. Je n'avais pas écrit de lettres depuis des années, même pas à des amis. Mais quelque chose dans le fait de tenir un stylo semblait juste. J'avais besoin de dire les choses qui bouillonnaient en moi depuis plus d'une décennie. Pas pour elle, mais pour moi. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai allumé la petite lampe dans le coin, et j'ai commencé. Chère Clara, ai-je écrit. Je ne sais pas ce que tu vois quand tu me regardes maintenant, mais je me souviens de tout. Je me souviens avoir tenu ta main quand tu as eu ta première fièvre. Je me souviens avoir attendu toute la nuit quand tu as eu le cœur brisé au lycée. Je me souviens avoir fait ton gâteau au citron préféré à chaque anniversaire jusqu'à l'année où tu as cessé de venir. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour que tu cesses de m'aimer, ou si l'amour s'épuise simplement après un moment. Mais je sais ceci, je ne suis pas une banque. Je ne suis pas une échéance. Je ne suis pas un prêt à contracter en cas de désespoir. Je suis ta mère. Et je méritais plus que le silence pendant 12 ans. Les mots sont sortis lentement mais férocement. Je me suis arrêtée pour essuyer les larmes du coin de mes yeux plus d'une fois. Je n'ai pas besoin de 300 000 $ pour me sentir importante. J'avais besoin d'un appel pour la fête des mères. J'avais besoin d'une visite quand j'étais à l'hôpital. J'avais besoin de ma fille quand j'ai senti le monde devenir silencieux autour de moi. Et tu n'étais pas là. Le stylo tremblait dans mes doigts. Mon écriture était désordonnée, inégale. Mais elle était honnête. J'ai versé la vérité sur la page, et c'était comme expirer après avoir retenu mon souffle pendant une décennie. Je ne suis plus en colère, Clara, ai-je écrit. La colère est trop lourde à porter quand tes os font déjà mal. Mais je suis triste. Triste que nous ayons laissé la fierté remplacer la famille. Triste que tu aies pensé que j'aurais 300 000 $ qui traînent alors que j'utilise le même chauffage depuis 20 ans. Triste que tu m'aies regardé et n'aies pas vu quelqu'un qui te manquait, juste quelqu'un dont tu avais besoin de quelque chose. Si Jérémie n'était pas venu, je me demanderais encore si tu te souvenais même de à quoi ressemblait ma voix. J'ai fixé la dernière phrase, puis j'ai posé le stylo. Ma poitrine se sentait creuse et légère à la fois. Je n'ai pas signé la lettre. Je n'ai pas scellé l'enveloppe. Je l'ai juste pliée soigneusement et glissée entre les pages de ma Bible juste à côté de celle que j'avais écrite plus tôt. Page 90. Psaume. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il bande leurs plaies. Je ne sais pas si je crois encore tout dans ce livre, mais cette ligne m'a réconfortée. Parfois les mots font ça, ils vous portent quand rien d'autre ne le peut. La maison était silencieuse tandis que j'éteignais la lampe. Mais pour la première fois depuis des années, le silence ne semblait pas vide. Il semblait mérité. Comme si j'avais finalement parlé pour moi-même. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un coup à nouveau. Mon cœur a bondi, puis s'est stabilisé. J'ai ouvert la porte lentement, m'attendant à moitié à Clara. Mais c'était le facteur, déposant un colis. De votre petit-fils, a-t-il dit avec un sourire. J'ai signé, confuse. L'étiquette de retour venait d'une petite entreprise que je ne connaissais pas. À l'intérieur se trouvait une épaisse couverture en polaire, une photo encadrée de Jérémie et moi d'il y a des années, et une note manuscrite, pour les matins froids. Je me souviens. Je t'aime, mamie cœur de dragon. J'ai pressé la couverture contre ma poitrine et me suis assise. La photo m'a fait pleurer à nouveau. Mais cette fois, c'était de bonnes larmes. Je l'ai appelé plus tard ce jour-là.
Il a décroché à la deuxième sonnerie. Tu l'as reçu? A-t-il demandé. Oui, ai-je murmuré. C'est magnifique. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Je lui ai parlé de la lettre que j'ai écrite mais jamais envoyée. Il m'a dit qu'il cherchait des endroits pour faire du bénévolat dans son quartier, essayant de se racheter pour le désordre dans lequel il s'était mis. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait, a-t-il dit. Mais je suis fier d'être venu te voir. Je lui ai dit que moi aussi. Peut-être que l'amour n'est pas toujours bruyant. Parfois il apparaît dans de petites boîtes avec de grands cœurs. Ce soir-là, j'ai décidé de ranger la chambre de Clara. Je n'y avais pas touché depuis des années, pas depuis la dernière fois où je m'y étais tenu à espérer qu'elle rentrerait pour Thanksgiving. J'ai ouvert les tiroirs, plié de vieux vêtements, épousseté les étagères. J'ai gardé le lapin en peluche, les photos de récital de danse, l'écharpe jaune que je lui avais tricotée en 91. Mais tout le reste est allé dans un sac de dons. Pas par colère. Par paix. Je ne l'effaçais pas, je laissais partir la version d'elle à laquelle je m'étais accrochée. La version qui me manquait n'était pas la femme qui avait frappé en demandant de l'argent. C'était la fille qui avait autrefois besoin de moi. Avant de me coucher, j'ai écrit une dernière chose. Pas une lettre cette fois, juste une entrée de journal. Jérémie est venu. Il me voit toujours. Il se souvient toujours du son de ma voix, de la chaleur de ma maison. Je ne récupérerai peut-être pas Clara. Peut-être jamais. Mais j'ai ce moment. Et pour la première fois depuis longtemps, cela semble suffisant. J'ai fermé le journal, éteint la lumière. La pièce était sombre, mais pas mon cœur. Il était tendre, oui. Mais aussi plus fort. J'avais perdu une fille mais peut-être, d'une manière inattendue, j'avais retrouvé mon petit-fils. Il a plu le lendemain matin. Une bruine douce et régulière qui tapait sur les fenêtres comme une berceuse. Je me suis assise près du chauffage enveloppé dans la couverture en polaire de Jérémie, regardant les gouttes se poursuivre sur la vitre. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude mais pas d'une manière solitaire. Plus comme si elle se reposait aussi, après tout le bruit des derniers jours. J'ai regardé à travers la pièce les sacs de dons près de la porte d'entrée. Les vieilles affaires de Clara, soigneusement emballées, prêtes à partir. Je n'avais pas changé d'avis. Mais je me suis retrouvée à me demander, se souvenait-elle même de ce qu'elle avait laissé derrière? J'ai repris l'écharpe jaune que j'avais tricotée pour Clara l'hiver où son père est mort. Elle avait 17 ans alors, en colère contre le monde, en colère contre moi. Je me souviens comme elle avait serré cette écharpe autour de son cou, même dans la maison. C'est la seule chose chaude que j'ai maintenant, avait-elle murmuré une fois, ne sachant pas que j'écoutais. Je l'ai tenue contre mon visage. Elle sentait encore faiblement la lavande et les vieux tiroirs en cèdre. Je me demandais si je lui manquais, ne serait-ce qu'un peu. Je me demandais si elle avait encore des choses à moi cachées quelque part. La pluie m'a rendue sentimentale. Je suis allée au tiroir dans le couloir où je garde mes vieilles cassettes et j'ai déterré celle étiquetée Clara Chorale de 3e année. Je l'ai mise dans le lecteur poussiéreux et j'ai appuyé sur play. Sa petite voix, haute et douce, a rempli la pièce avec une version fausse de You Are My Sunshine. J'ai fermé les yeux et les laissé me submerger. Pendant 1 minute, je n'avais pas 90 ans. Je n'étais pas assise seule. J'avais 35 ans à nouveau, tenant mon magnétophone dans l'auditorium de l'école, le cœur débordant de fierté. Ce sentiment me manquait plus que je ne peux le dire. Vers midi, la pluie s'est arrêtée, et j'ai décidé d'appeler le refuge local au sujet des dons. Un gentil jeune homme nommé Case a dit qu'il serait heureux de les récupérer cet après-midi. J'ai raccroché et ressenti un étrange mélange de paix et de tristesse. Lâcher prise est difficile, même quand c'est la bonne chose à faire. Vers 14 heures, Case est arrivé dans une camionnette avec un clipoard et des yeux chaleureux. « Vous êtes sûr de vouloir vous séparer de tout ça ?» a-t-il demandé, jetant un coup d'œil au lapin en peluche. J'ai souri. « Ils ont déjà fait leur travail, ai-je dit. Il est temps qu'ils réchauffent le cœur de quelqu'un d'autre. » Après le départ de Case, la maison semblait un peu plus vide. Pas pire. Juste plus légère. Comme si un chapitre s'était fermé. Je me suis assise à la table et j'ai ouvert mon journal à nouveau. J'ai écrit « Lâcher prise ne signifie pas oublier. Cela signifie choisir la paix plutôt que l'attente. » Alors que je finissais d'écrire, j'ai entendu mon nom depuis le porche. Pas un coup, juste une voix. « Maman. »« Clara. » Je me suis figée. Mon stylo est tombé. Je ne m'attendais pas à elle à nouveau, pas si tôt. J'ai marché lentement vers la porte, l'ai ouverte, et elle était là,
les cheveux trempés par la pluie, le maquillage barbouillé, les yeux rouges. Pas la version polie que j'avais vue il y a quelques jours. C'était quelqu'un de différent. Je suis désolée, a-t-elle dit immédiatement. Je n'aurais pas dû venir comme ça. Je n'aurais pas dû te demander de l'argent. Sa voix s'est brisée. J'ai juste paniqué. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je me suis écartée. Entre, ai-je dit, non pas parce que j'étais prête, mais parce que j'avais encore de l'espoir. Elle est entrée comme quelqu'un portant des poids invisibles. Elle ne s'est pas assise tout de suite. Elle s'est juste tenue au milieu du salon, fixant le canapé. Jérémie m'a dit ce qu'il a dit, a-t-elle ajouté. Il m'a dit que tu n'avais jamais cessé d'écrire. Que j'ai menti. Ses épaules se sont affaissées. C'est vrai. J'ai menti. Beaucoup. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, lourds mais honnêtes. Pourquoi ? Ai-je demandé doucement. Pourquoi me couper ? Pourquoi éloigner Jérémie de moi ? Elle a regardé ses pieds. Parce que j'avais honte. Après la mort de papa, tout s'est effondré. Je t'ai blâmé. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Et quand Jérémie a commencé à poser des questions, c'était plus facile de lui donner des réponses qui me faisaient passer pour la victime. Une larme a coulé sur sa joue. Et quand j'ai réalisé à quel point j'avais tort, je ne savais pas comment arranger les choses. Alors je suis juste restée loin. Elle s'est assise alors, les mains tremblantes. Je ne suis pas ici pour demander de l'argent, a-t-elle dit. Je le jure. J'ai vu que Jérémie était venu, et j'ai réalisé que j'avais besoin de te voir aussi. Même si tu me détestes. Je me suis assise en face d'elle. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je fais ton deuil depuis 12 ans. Tu n'as pas seulement cessé de venir, tu as disparu. Et j'ai cessé d'essayer de comprendre pourquoi. Elle a levé les yeux, mouillés. Penses-tu qu'il y a un chemin de retour ? A-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu tout de suite. La vérité est que je ne savais pas. Mais je voulais croire qu'il pourrait y en avoir un. Nous avons parlé pendant 1 heure. Pas d'argent. Pas d'erreur. Mais de sa vie, ma vie, les années que nous avons perdues. Il y a eu de longs silences, mais pas inconfortables. Juste, nécessaire. Elle a demandé si j'avais gardé quelque chose de son enfance. Je lui ai montré l'écharpe, la tasse, les photos. Elle a tenu le lapin et souri à travers les larmes. Je pensais que tu avais jeté tout ça, a-t-elle dit. J'ai failli le faire, ai-je admis. Mais quelque chose m'a dit que tu pourrais encore revenir. Cela l'a fait pleurer plus fort. Elle a tendu la main alors, et pour la première fois en 12 ans, j'ai tenu ma fille. Nous nous sommes assis ensemble à la table de la cuisine tandis que le ciel virait à l'orange dehors. J'ai versé 2 tasses de thé Earl Grey, le genre que Clara avait l'habitude de siroter en cachette quand elle était petite, même si elle disait que ça avait le goût de feuilles dans de l'eau chaude. Elle a ri quand je le lui ai rappelé. Je ne l'aime toujours pas, a-t-elle dit, souriant à travers le bord de sa tasse. J'ai ajouté une seconde cuillère au sucrier. Je n'avais pas fait ça depuis plus d'1 décennie. Toujours une cuillère, une tasse. La voir à nouveau en face de moi était comme se réveiller dans un rêve que je n'osais pas demander. Alors ai-je dit doucement, que se passe-t-il maintenant ? Clara a remué son thé lentement, sa cuillère tintant doucement contre la céramique. Je ne sais pas, a-t-elle dit. J'essaie de comprendre. Sa voix était plus douce que dans mes souvenirs. Pas le ton coupé et défensif de la semaine dernière. Il y avait de la vulnérabilité maintenant. Jérémie reste chez un ami au nord de l'État. Il va à une sorte de conseil financier. Essayant de se sortir du pétrin. Elle a fait une pause. Et j'essaie aussi. Elle n'avait pas de plan. Pour une fois, elle ne prétendait pas être en contrôle. Et d'une manière ou d'une autre, cette honnêteté m'a fait me sentir plus proche d'elle que je ne l'avais été depuis des années. Elle a tendu la main dans la poche de son manteau et a sorti un morceau de papier plié. Je t'ai écrit une lettre, a-t-elle dit, la faisant glisser à travers la table. Je ne pensais pas avoir le courage de la lire à voix haute, mais, peut-être qu'elle dira ce que je ne peux pas. Je l'ai prise avec mes 2 mains. Mes doigts tremblaient. J'ai lu lentement, ligne par ligne. C'était brut. Honnête. Elle a écrit sur sa peur de l'échec, sa culpabilité d'être partie, comment chaque anniversaire qui passait sans un appel pesait plus lourd sur sa poitrine. Elle a dit qu'elle n'était pas venue plus tôt parce qu'elle pensait qu'elle ne méritait pas le pardon. J'ai posé la lettre et j'ai couvert sa main avec la mienne. Le pardon n'est pas un prix, ai-je dit.
C'est quelque chose que tu donnes parce que tu te souviens de combien d'amour est venu avant la blessure. Ses yeux se sont à nouveau remplis de larmes. Je ne m'attends pas à ce que nous soyons parfaites, a-t-elle dit. Tu m'as manqué, maman. Vraiment. Et ce mot maman m'a frappé comme un hymne. Je ne l'avais pas entendu de sa bouche depuis 12 ans. Je n'avais jamais réalisé à quel point mon nom sonnait vide sans lui. J'ai serré sa main. Tu m'as manqué aussi, ma chérie, ai-je dit. Je n'ai jamais cessé. Plus tard, nous sommes allés au salon. Elle a demandé si elle pouvait dormir dans son ancienne chambre. C'est poussiéreux, ai-je averti, et j'ai donné la plupart des affaires cette semaine. Elle m'a regardée, surprise. Même le lapin. J'ai souri. Non. Celui-là est resté. Je l'ai conduite dans le couloir, j'ai ouvert la porte, et j'ai regardé son visage s'adoucir alors qu'elle entrait. Elle a pris le lapin sur l'étagère et s'est assise sur le lit comme elle l'avait fait 100 fois auparavant. C'est plus petit que dans mes souvenirs, a-t-elle murmuré. Nous le sommes toutes les deux, ai-je répondu. Mais nous sommes toujours là. Cette nuit-là, j'ai préparé le lit avec des draps frais. Je lui ai donné un de mes oreillers les plus doux et j'ai laissé un petit sachet de lavande en dessous comme je le faisais avant. Elle a ri quand elle l'a trouvé. Tu fais toujours ça, hein? J'ai hoché la tête. Certaines habitudes ne meurent pas. Je suis restée dans l'embrasure de la porte un moment de plus, la regardant s'installer, incertaine si j'avais le droit de me sentir heureuse. Incertaine si c'était réel. Bonne nuit, maman, a-t-elle dit. Tout comme avant. Je suis restée figée, puis j'ai murmuré, bonne nuit, Clara. J'ai éteint la lumière du couloir, et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas endormie en pleurant. Le lendemain matin, l'odeur des œufs et du pain grillé m'a amenée à la cuisine avant même que mes genoux ne soient complètement réveillés. Clara était là en train de cuisiner. Ne t'excite pas trop, a-t-elle averti. J'en ai brûlé la moitié. J'ai ri. Tu l'as toujours fait. Tu te souviens de la dinde de Thanksgiving en 03? Elle a gémi. Ne me le rappelle pas. Jérémie se moque encore de moi pour ça. Nous nous sommes assises et avons mangé ensemble. La nourriture était chaude, imparfaite et parfaite. Ce n'était pas une question de goût, c'était d'avoir quelqu'un à table à nouveau. Tu penses que Jérémie reviendrait? Ai-je demandé prudemment. Clara a hoché la tête. Il a dit qu'il le voulait. Je pense qu'il le fera. Après le petit déjeuner, elle m'a aidé à tailler les roses devant. Nous avons coupé et bavardé, tombant dans un rythme facile. Il y avait des moments de silence, mais pas du genre froid. Du genre confortable. Elle m'a dit qu'elle avait postulé pour un emploi dans une petite organisation à but non lucratif. Elle a dit qu'elle était fatiguée de prétendre être quelqu'un qu'elle n'était pas dans ses salles de conseil d'administration. Je pense que je veux recommencer, a-t-elle dit. Même si c'est tard. J'ai essuyé la sueur de mon front et souri. Il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison, ai-je dit. Elle s'est arrêtée de couper et m'a regardé avec des yeux reconnaissants. Merci de me laisser essayer. Alors que le soleil atteignait son point le plus haut, Clara a fait un petit sac. Elle a dit qu'elle devait retourner en ville pour quelques jours. Je serai de retour d'ici le week-end, a-t-elle promis. Peut-être que Jérémie viendra aussi. Je n'ai pas demandé de garantie. Je n'ai pas supplié. J'ai juste hoché la tête. Conduis prudemment, ai-je dit. Elle m'a serré dans ses bras à la porte fermement cette fois, avec les deux bras. Je t'aime, maman. Je l'ai tenue près de moi. Je t'aime aussi, ma chérie. Elle a descendu le porche et est montée dans sa voiture. Cette fois, quand elle est partie, je ne me suis pas sentie abandonnée. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas eu depuis des années, de l'espoir. Samedi est arrivé plus vite que prévu. J'ai balayé le porche 2 fois ce matin-là, bien qu'il n'en ait pas besoin. J'ai fait le pain aux bananes préféré de Clara, celui avec des noix hachées et de la cannelle, juste au cas où. J'ai même mis la bouilloire vers 15h00, son heure habituelle de thé quand elle était petite. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à l'horloge, puis à l'aller, puis à nouveau. À 18h, le pain était froid, le thé était froid, et la lumière du porche s'est allumée sans que sa voiture ne soit jamais arrivée. J'ai attendu jusqu'à ce que la lune soit au-dessus de ma tête, puis j'ai éteint la lumière et je suis allée me coucher en silence. Elle n'est pas venue dimanche non plus. Je continuais à vérifier mon téléphone, même si aucun nouvel appel n'était arrivé. Je lui ai laissé un message ce matin-là. Je vérifie juste que tu vas bien, ma chérie, ai-je dit doucement dans le combiné. Je ne m'inquiète pas, je me demande juste.
J'espère te voir bientôt. Je l'ai dit comme si j'essayais de me convaincre de ne pas être blessée. Mais lundi, la douleur était revenue. Pas du genre aigu d'avant mais la lenteur, la familiarité terne de la déception. Je me suis dit qu'elle était probablement occupée. Que la circulation était mauvaise. Que Jérémie avait un rhume. Mais mon cœur savait mieux. Ce n'était pas l'absence qui faisait mal. C'était la rupture de la promesse. Après toutes ces années de rien, je pensais que nous construisions quelque chose à nouveau. Et peut-être que nous l'étions encore. Mais les vieilles blessures ne se referment pas si vite, même pas après des excuses et du thé partagé. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'ai juste plié le linge, récuré l'évier de la cuisine, et arrosé les fleurs qu'elle m'avait aidé à tailler. Chaque mouvement était une sorte de prière. S'il te plaît, laisse-la le penser cette fois. S'il te plaît, que ce soit réel. Je n'étais pas en colère. Juste fatiguée. Trop fatiguée pour espérer trop fort. Trop fatiguée pour être écrasée à nouveau. Mercredi, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour, mais l'écriture était la sienne inclinée, boucle nette, écrite avec la même encre bleu foncé qu'elle utilisait adolescente. Je l'ai ouverte lentement, assise à la table de la cuisine avec des mains tremblantes. « Maman, commençait-elle. J'avais l'intention de revenir. C'est vrai. Mais les choses se sont compliquées. » La lettre continuait d'expliquer comment Jérémie avait eu une date de tribunal soudaine, comment elle avait dû rester en ville, comment tout s'était démêlé plus vite que prévu. Je suis désolée d'avoir rompu la promesse. S'il te plaît, ne pense pas que je suis partie à nouveau. J'ai lu cette ligne 3 fois. Je voulais y croire. Elle a terminé la lettre par « Je viendrai le week-end prochain. » Pas d'excuses. Je veux finir ce que nous avons commencé. J'ai plié le papier et l'ai tenu contre ma poitrine. Ce n'était pas assez, pas entièrement. Mais c'était quelque chose. J'ai pensé à toutes les lettres que je lui avais écrites au fil des ans qu'elle n'avait jamais reçues ou jamais lues. Et maintenant, enfin, une revenait. Le cercle n'était pas fermé, mais peut-être qu'il commençait à tourner à nouveau. J'ai placé la lettre à côté des autres que j'avais gardées. Mes doigts ont effleuré chaque enveloppe comme si elles étaient du verre fragile. Celle-ci semblait chaude. Comme si elle appartenait. Ce samedi-là, je n'ai pas balayé le porche. Je n'ai pas fait de pain aux bananes. Je n'ai pas allumé la bouilloire. J'ai juste attendu. Tranquillement. Sans attente. Si elle venait, elle venait. Sinon, je survivrais. J'avais déjà survécu à pire. Mais comme le soleil plongeait sous les arbres et que les ombres s'étiraient sur l'allée, j'ai entendu le son d'une voiture. Pas un rêve cette fois. Pas un souvenir. Sa berline argentée s'est arrêtée lentement, et quand elle est sortie, elle tenait un bouquet de tulipes jaunes mes préférées. J'ai pensé que nous pourrions recommencer, a-t-elle dit. Et j'ai hoché la tête. Elle est restée tout le week-end. M'a aidé à épousseter les bibliothèques, à poser des questions sur mon enfance, a même descendu les vieux albums photos du grenier. Nous avons ri des mauvaises coupes de cheveux, pleuré sur les photos des funérailles de papa, et nous nous sommes souvenus de choses que nous avions toutes deux essayé d'oublier. Nous n'avons pas parlé des 300 000 $. Pas une fois. Et j'en étais reconnaissante. Ce n'était pas à propos de l'argent. Ça ne l'avait jamais été. C'était à propos du silence qui coûtait plus cher. Les années perdues à cause de la fierté. Les souvenirs qui avaient été volés par des hypothèses et un chagrin non exprimé. Mais d'une manière ou d'une autre, sous la lumière vacillante du lustre de la salle à manger, nous avons retrouvé notre chemin. Dimanche soir, elle s'est blottie sur le canapé dans son vieux pyjama oui. Elle l'avait encore et nous avons regardé un vieux western à la télévision. Le genre que son père aimait. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Je n'avais pas ressenti cela depuis des décennies. J'ai tendu la main et caressé doucement ses cheveux. Tu penses toujours que l'heure le grès a le goût de feuilles? Ai-je demandé. Elle a ri dans ma manche. Absolument. Puis elle m'a regardé, les yeux fatigués mais contents. Je suis encore désolée, maman. Je sais que ça prendra plus qu'un week-end. J'ai hoché la tête lentement. Nous avons plus de week-ends maintenant, ai-je dit. Ne les gaspillons pas. Le week-end suivant est arrivé avec du soleil au lieu de la pluie. C'était le genre de chaleur qui pénètre dans vos os, surtout quand vous avez 90 ans et que chaque articulation est un peu raide le matin. Clara est arrivée tôt, cette fois avec des courses pommes, beurre, même les amandes enrobées de chocolat que je prétends toujours ne pas aimer mais que je termine en 2 jours. J'ai pensé que nous pourrions cuisiner ensemble, a-t-elle dit, et j'ai souri. Tu cuisines encore?
Courageux de ta part, ai-je taquiné. Elle a levé les yeux au ciel, mais c'était ludique, pas acéré comme avant. Nous nous glissions dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de plus doux. Après le déjeuner, elle a suggéré que nous travaillions dans le jardin. Mes roses étaient devenues sauvages, et la lavande étouffait les soucis. Nettoyons tout ça, a-t-elle dit, attachant ses cheveux en arrière de la même façon qu'elle le faisait quand elle était adolescente et m'aidait à désherber les parterres de fleurs. J'ai regardé ses mains plus âgées, comme les miennes, mais toujours gracieuses. Il y avait quelque chose de guérisseur dans la terre, dans le soleil, dans le silence partagé. Tu te souviens quand papa a construit ce petit banc? A-t-elle demandé, montrant du doigt le siège en bois pourri sous le bouleau. Je m'asseyais ici et lisais Nancy Drew. J'ai souri. Je me souviens. Elle a dégagé une parcelle de mauvaises herbes près des lys et s'est arrêtée. Je pleurais ici parfois, a-t-elle admis. Après sa mort. Quand je pensais que tu ne pleurais pas assez. Ces mots flottaient dans l'air comme des particules de poussière, se posant doucement sur nous deux. Je pleurais, ai-je dit, juste pas devant toi. Je pensais que si j'avais l'air forte, tu ne t'effondrerais pas. Elle a hoché la tête, essuyant la sueur de son front. Nous avons toutes les deux essayé de nous protéger mutuellement au point que nous avons fini par nous blesser l'une l'autre. J'ai tendu la main et serré son bras. Nous étions juste brisés de différentes façons. Nous avons fait une pause sur le banc, buvant de la limonade et laissant la brise refroidir nos visages rougis. Je pensais que tu avais choisi papa plutôt que moi quand il est tombé malade, a-t-elle dit. Tu étais toujours à l'hôpital, jamais à mes récitals. Je me suis tournée vers elle, mon cœur se fendant. Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. J'essayais de maintenir ton père ensemble. Je ne me rendais pas compte que je te laissais glisser. Elle a cligné des yeux, surprise. Tu n'as jamais dit ça. J'ai hoché la tête. Et tu ne m'as jamais dit à quel point tu étais en colère. Si seulement nous avions parlé à ce moment-là. Elle a baissé les yeux. Mais nous pouvons parler maintenant. Plus tard ce soir-là, après le dîner, elle m'a tendu son téléphone. Je veux que tu lises quelque chose, a-t-elle dit. C'était un brouillon de mail non envoyé. Écrit pour moi. Il y a des années. Je l'ai trouvé dans mes archives, a-t-elle dit doucement. J'allais l'envoyer après la remise de diplôme de Jérémie. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai lu lentement. C'était désordonné et émotionnel. Plein de ressentiment, de confusion, mais aussi de désir. Je voulais revenir, finissait-il. Mais je ne sais pas comment dire pardon à une femme pour qui j'ai cessé d'être une fille. Ma gorge s'est serrée. J'ai rendu le téléphone. Tu viens de le faire, ai-je dit doucement. Avant de se coucher, elle a demandé si elle pouvait dormir dans son ancienne chambre à nouveau. Bien sûr, ai-je dit. C'est toujours la tienne. Je suis restée dans le couloir un moment après qu'elle ait fermé la porte, juste à écouter. Il y avait quelque chose de si tendre à l'entendre bouger là-dedans. Le grincement des planchers. L'ouverture des tiroirs. Comme une maison qui apprend à respirer à nouveau. J'ai regardé les photos dans le couloir mariage, anniversaire, fêtes depuis longtemps révolues. Certaines avaient des lacunes. Des espaces où de nouveaux souvenirs auraient dû aller. Mais j'ai réalisé quelque chose dans ce moment tranquille. Nous prenions encore des photos, juste d'une manière différente maintenant. Je me suis réveillée le lendemain matin au son d'un fredonnement. Clara, dans la cuisine, retournant des crêpes. Mal. L'alarme incendie a pépié une fois avant qu'elle ne l'éteigne avec un torchon. Je suis entrée en riant. Tu brûles toujours la première fournée. Elle a souri. Certaines choses ne changent jamais. Nous avons mangé ensemble, le sirop collant sur nos doigts, le rire maladroit mais honnête. Après le petit déjeuner, elle a sorti un papier plié de son sac à main. Jérémie veut écrire, a-t-elle dit. Il n'est pas prêt à revenir, mais il essaie. Il parle beaucoup de toi. J'ai tenu doucement le papier. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Elle est restée jusqu'au soir. Cette fois, je n'ai pas demandé si elle reviendrait. Je savais qu'elle le ferait. Je l'ai accompagnée à sa voiture, et elle m'a serré fort. Le week-end prochain à nouveau, a-t-elle demandé. Le week-end prochain, ai-je promis. Alors qu'elle s'éloignait, je me suis tournée vers le jardin. Les soucis étaient à nouveau visibles. Les roses taillées. Et le vieux banc, bien qu'éclaté, tenait toujours. Je me suis approchée, me suis assise, et j'ai respiré l'odeur de la terre et des fleurs. Le pardon avait commencé dans ce jardin. Dans la terre et la sueur et la vérité.
Et peut-être que c'est là que l'amour commence toujours où les choses sont brisées, mais essaie encore de pousser. La semaine est passée doucement. Je suis restée occupée crochetant une écharpe pour Jérémie, arrosant le jardin que Clara m'avait aidé à nettoyer, écrivant dans mon journal plus que d'habitude. Mais une question tournait sans cesse dans mes pensées comme un papillon de nuit autour d'une lumière de Porsche. Je n'avais jamais demandé à Clara pourquoi elle pensait que j'avais 300 000 $. Le nombre n'était pas aléatoire. Il était spécifique. Calculé. Comme si on lui avait dit quelque chose que je n'avais pas dit. Cette curiosité s'est infiltrée lentement, silencieusement, comme de la culpabilité enveloppée de silence. Je n'étais pas en colère, pas cette fois. Juste, troublée. Parce que même si nous guérissions, certaines vérités restaient enterrées. Clara est arrivée samedi vers midi. Elle a apporté un gobelet aux pêches, cette fois acheté en magasin, mais attentionné. La circulation était horrible, a-t-elle dit, embrassant ma joue. Mais je ne pouvais pas attendre d'être de retour. Son sourire était lumineux, mais j'ai remarqué quelque chose de tendu autour de ses yeux. Elle était fatiguée. Peut-être du travail. Peut-être du poids de reconstruire un pont qu'elle avait brûlé il y a des années. Nous avons mangé dans le jardin, à l'ombre du bouleau, utilisant des assiettes dépareillées. C'était bon, naturel. Mais la question planait toujours au bord de mon esprit comme un nuage refusant de dériver. J'ai bu une gorgée de mon thé et j'ai finalement demandé. Clara, pourquoi pensais-tu que j'avais ce genre d'argent? Elle a levé les yeux lentement, surprise mais pas étonnée. Je veux dire, ai-je ajouté doucement, tu es venue ici demander 300 000 $ comme s'ils étaient simplement assis dans mon tiroir. Elle a hésité, posant sa fourchette. Parce que papa me l'a dit, a-t-elle dit doucement. Il y a longtemps. Mon cœur s'est arrêté. Il t'a dit quoi? Qu'il t'avait laissé quelque chose d'important. Quelque chose qu'il gardait séparé. Pour les urgences. Elle a laissé échapper un petit rire nerveux. Il n'a jamais fait confiance aux banques. Il disait qu'il avait des investissements. De l'immobilier. J'ai toujours supposé, eh bien, j'ai supposé que c'était vrai. Et que tu étais juste discrète à ce sujet. Je me suis adossée à ma chaise, stupéfaite. Ton père m'a bien laissé la maison. Et une petite rente. Mais rien de plus. Il n'y avait pas de fortune secrète. Pas de filet de sécurité. Elle a cligné rapidement des yeux. Mais, il m'a dit, Clara, ai-je dit doucement, il voulait bien faire. Mais il était fier. Il voulait nous laisser plus qu'il ne pouvait. Je pense que peut-être il t'a dit ce qu'il souhaitait, pas ce qui était réel. Elle s'est tue. Je l'ai vu alors les années de pression qu'elle avait placées sur une illusion. La honte de demander. La culpabilité de supposer. Tout ce temps, a-t-elle murmuré, j'ai pensé que tu ne voulais simplement pas aider. Nous sommes restés assises dans ce silence pendant un moment. Un genre différent d'avant. Ce n'était pas en colère ou maladroit. C'était le genre de silence qui vient après la vérité lourde, mais purifiant. Je suis désolée, a-t-elle dit. J'aurais dû demander. J'aurais dû te faire assez confiance pour croire que tu me dirais la vérité. J'ai hoché lentement la tête. Et j'aurais dû t'en dire plus. Sur nos finances. Sur combien c'est devenu difficile après son décès. Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Mais peut-être que j'aurais dû te laisser emporter une partie avec moi. Ses yeux se sont remplis de larmes. Peut-être que si nous avions plus parlé, nous n'aurions pas perdu tant de temps. Plus tard, nous avons parcouru de vieilles boîtes dans le grenier des choses que je n'avais pas touchées depuis le début des années 2000. Clara a trouvé les lettres de son père. Des reçus décolorés. Même un vieux titre de propriété d'un terrain qu'il avait vendu avant qu'elle ne termine le lycée. Il rêvait grand, ai-je dit. Il parlait toujours de nous laisser quelque chose qui durerait. Clara a passé sa main sur les papiers. Je pense qu'il l'a déjà fait, a-t-elle dit. Cette maison. L'amour que tu m'as donné. Le souvenir de qui il était quand il n'était pas malade. Nous nous sommes assises en tailleur sur le sol du grenier, couvertes de poussière, tenant des morceaux d'un homme que nous aimions toutes les deux de différentes façons. Avant qu'elle ne parte ce soir-là, elle m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Tu n'es vraiment pas en colère, a-t-elle demandé. D'être venue ici comme je l'ai fait. Je l'ai tenue serrée. Clara, j'étais en colère contre le silence. Pas contre la question. Tu étais désespérée. Tu ne connaissais pas toute l'histoire. Maintenant tu la connais. Elle s'est reculée, ses mains toujours sur mes épaules. Je ne veux pas d'argent.
Je veux juste être ta fille à nouveau. J'ai souri à travers des yeux humides. Alors continue de revenir. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle a embrassé ma joue et a promis qu'elle me verrait samedi prochain. Cette fois, je l'ai cru. Après son départ, je me suis tenue sur le porche et j'ai regardé les étoiles apparaître. La nuit était calme, mais pas solitaire. La lumière du salon se déversait sur le chemin du jardin, illuminant les roses taillées et le banc vide. Je me suis approchée, me suis assise, et j'ai fermé les yeux. Le pardon avait pris racine ici. Et maintenant, la compréhension commençait à fleurir aussi. Clara n'était pas revenue juste pour demander quelque chose. Elle était revenue pour apprendre quelque chose. Sur son père. Sur moi. Sur la vérité que nous avions toutes les deux enterrée sous le chagrin. Peut-être que samedi prochain nous parlerions de Jérémie à nouveau. Peut-être pas. De toute façon, je serai prête. Le mercredi matin a commencé comme la plupart des autres. J'ai fait bouillir de l'eau, préparé du thé, et je me suis tenue à la fenêtre en regardant le facteur remonter la route. La maison était calme, le ciel doux avec la promesse du printemps. Mais juste après 10 heures, le téléphone a sonné. Pas la sonnerie habituelle et calme d'Evelyne qui prend des nouvelles. C'était plus aigu, plus fort urgent. J'ai décroché, et une voix d'homme s'est présentée. « Madame Elkin ? C'est le docteur Porter. J'appelle de l'hôpital Mercy Hill. Votre fille Clara a eu un accident de voiture ce matin. » Ma main a agrippé le comptoir. La pièce a légèrement basculé. Est-elle ? Je n'ai pas pu finir. Elle est stable, a-t-il dit rapidement. Pas d'hémorragie interne. Juste un bras cassé, une légère commotion cérébrale et quelques contusions. Mais elle vous demande. Les mots ont frappé plus fort que prévu. Elle m'avait demandé. Après tout. Après toutes ces années. J'arrive, ai-je murmuré. J'ai raccroché, tâtonné pour mon chandail, et saisi ma canne. Mes genoux tremblaient comme ils le font quand un orage arrive. Evelyne m'a conduite. Elle n'a pas posé de questions, elle a juste tenu ma main pendant tout le trajet. À 90 ans, on ne se déplace pas rapidement. Mais je me suis déplacée comme si le passé et l'avenir dépendaient tous deux de l'arrivée dans cette chambre d'hôpital. L'hôpital sentait l'eau de Javel et la perte. Les lumières bourdonnaient au-dessus, trop brillantes, trop froides. Clara était dans la chambre 308. J'ai traîné les pieds à l'intérieur, ma main tremblant sur l'encadrement de la porte. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs. Pas seulement à cause de la blouse d'hôpital ou de la perfusion dans son bras. Mais parce que pour une fois, elle n'avait pas l'air de quelqu'un en contrôle. Elle ressemblait à nouveau à ma petite fille blessée et essayant d'être courageuse. Ses yeux se sont illuminés quand elle m'a vue. « Maman » a-t-elle dit doucement. Sa voix s'est brisée. Je me suis déplacée à son côté, j'ai approché une chaise, et j'ai tenu sa main dans la mienne. Nous sommes restés comme ça un moment. Pas de mots. Juste peau contre peau. Chaleur familière. Je ne pensais pas que tu viendrais, a-t-elle finalement murmuré. Je ne savais pas si je le méritais. J'ai secoué la tête. Le mérite n'a rien à voir avec ça. Tu es mon enfant. Sa lèvre a tremblé. J'étais en route pour te voir. Jérémie et moi allions te faire une surprise. Elle a souri faiblement. On dirait que l'univers avait ses propres plans. J'ai doucement repoussé ses cheveux, comme je le faisais quand elle était petite. Tu m'as fait peur, ai-je murmuré. Tu as toujours eu un talent pour le dramatique. Elle a laissé échapper un petit rire larmoyant. Une infirmière est entrée pour vérifier ses signes vitaux. Clara a grimacé quand ils ont ajusté son bras. Tu sais, a-t-elle dit après le départ de l'infirmière, j'écoutais cette cassette de chorale à moi. Celle que tu as jouée quand j'avais 6 ans. Je l'ai regardée, surprise. Tu l'as encore. Elle a hoché la tête. Jérémie l'a trouvée sur une vieille cassette. L'a convertie pour moi. Je l'écoutais tous les soirs. Ses yeux brillaient. Je voulais me rappeler ce que ça faisait de t'appartenir. J'ai serré sa main plus fort. Tu n'as jamais cessé de m'appartenir, ai-je dit. Même pas au pire jour. Elle est restée à l'hôpital pendant 2 nuits. J'ai visité chaque jour, lui apportant un chandail, un livre de puzzle, et des tranches de pain aux bananes. Le 2e jour, Jérémie est arrivé. Il avait l'air fatigué mais soulagé. J'aurais dû venir plus tôt, a-t-il dit, me serrant dans ses bras. Merci d'être là. Nous nous sommes assis autour du lit de Clara,
Nous 3D générations brisées et lentement recousues ensemble. Je pense, a dit Clara, nous regardant tous les deux, que cet accident m'a sauvé d'un crash pire vers lequel je me dirigeais. Elle s'est tournée vers moi. Tu m'as sauvée, maman. En venant. En étant toujours là. J'ai avalé une boule dans ma gorge. Quand ils l'ont libérée, elle est venue rester avec moi. Juste jusqu'à ce que je puisse gérer les escaliers à nouveau, a-t-elle plaisanté. Mais nous savions toutes les deux que ce n'était pas à propos des escaliers. C'était à propos de la guérison. Nous avons avancé lentement à travers la semaine. Partagé des repas, plié du linge, nous sommes assises sur le porche le soir. Elle s'endormait sur le canapé pendant que je lisais. Et parfois je la surprenais à regarder autour de la pièce, souriant tranquillement. Ça m'a manqué, disait-elle. Même les planchers qui grincent. Un après-midi, elle a demandé à aider dans la cuisine. Son plâtre rendait cela délicat, mais elle a réussi à écraser des pommes de terre comme une pro. Cette nuit-là, alors que je bordais une couverture sur ses jambes sur le canapé, elle m'a regardé. « Penses-tu que papa serait fier ?» a-t-elle demandé. Je me suis assise à côté d'elle, j'ai passé une main sur ses cheveux. Il a toujours été fier de toi. Même quand il ne savait pas comment le montrer. Et s'il pouvait te voir maintenant vraiment voir à quel point tu es si fort, il rayonnerait. Elle a fermé les yeux. Parfois je lui parle. Dans la voiture. Sous la douche. Comme s'il était toujours là. J'ai hoché la tête. Moi aussi. Surtout quand je ne sais pas quoi faire. Nous sommes restés dans ce calme à nouveau. En sécurité. Avant d'aller nous coucher ce soir-là, elle m'a tendu une autre enveloppe. Pas d'avocat cette fois, a-t-elle souri. À l'intérieur se trouvait une lettre, pas une demande, pas des excuses. Une promesse. Je serai présente. Pas parfaitement, mais constamment. Je visiterai. J'appellerai. Je te demanderai comment s'est passée ta journée et attendrai la réponse. Je serai ta fille à nouveau, pas par le sang, mais par l'effort. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux construire ce qui reste de notre avenir. J'ai fermé lentement la lettre, les soigneusement pliée, et les placée à côté de celle qu'elle m'avait écrite des semaines auparavant. Côte à côte. Comme nous. Le dimanche matin est arrivé enveloppé de lumière. Des rayons chauds et dorés filtraient à travers les rideaux du salon, touchant tout avec une sorte de grâce tranquille. Clara dormait encore sur le canapé, son bras doucement replié sur ses côtes, le plâtre dépassant dessous la couverture. Je l'ai regardée un moment avant de faire du thé. Il y avait quelque chose de paisible dans son visage, comme si toutes les couches qu'elle portait dans le monde s'étaient enfin détachées. Elle ressemblait à nouveau à ma petite fille. Je ne l'ai pas réveillée. Au lieu de cela, je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la lumière grimper lentement le mur. Quand elle a finalement remué, elle a cligné des yeux vers moi et sourit. « Tu me regardes dormir, maman ?» a-t-elle taquiné, sa voix rauque. « Je vérifie juste que tu respires encore, ai-je répondu. Et que tu ne t'enfuis pas au milieu de la nuit à nouveau. » Elle a ri. « Pas cette fois. J'aime être ici. » Cette simple phrase m'a réchauffée d'une manière que je n'attendais pas. Pendant des années, j'avais été juste un chapitre qu'elle ne relisait pas. Mais maintenant elle choisissait de rester dans l'histoire. Nous avons pris le petit déjeuner ensemble, juste du pain grillé et du thé, mais cela ressemblait à un festin. C'est drôle comme la table semble pleine quand l'amour s'assied à nouveau. Ensuite, elle a demandé si nous pouvions parcourir ensemble de vieilles choses. Je veux comprendre davantage, a-t-elle dit. Pas seulement à propos de papa. À propos de toi. À propos de nous. Alors nous avons sorti le coffre du placard du couloir. À l'intérieur se trouvaient des albums photos, des recettes manuscrites, des coupures de journaux, des cartes d'anniversaire qu'elle m'avait faites enfant. Nous les avons parcourus lentement. J'avais oublié celle-ci, a-t-elle dit, montrant une photo de nous avec des écharpes assorties. C'était le Noël où nous ne pouvions pas nous permettre un arbre, lui ai-je rappelé. Alors nous avons enfilé du pop-corn sur un manche à balai et l'avons appelé festif. Nous avons toutes deux ri jusqu'aux larmes. Puis nous avons trouvé le journal que j'avais tenu après la mort de son père. J'ai hésité, incertaine si j'étais prête à le partager. Mais je le lui ai tendu. Elle a lu les premières pages tranquillement, ses yeux allant et venant. « Tu avais si peur », a-t-elle murmuré. « Je ne l'ai jamais su. » J'ai hoché la tête. Je ne pouvais pas m'effondrer. Tu avais besoin de quelqu'un pour tout tenir ensemble. Ses mains tremblaient légèrement en tournant la page. J'ai toujours pensé que tu ne pleurais pas parce que tu ne t'en souciais pas.
Elle a levé les yeux. Je suis tellement désolée d'avoir cru ça. J'ai tendu la main, placé la mienne sur la sienne. Tu n'étais qu'une enfant. Nous l'étions toutes les deux, à notre façon. Cet après-midi-là, nous nous sommes assises sur le porche. Clara avait apporté un petit carnet. J'écris aussi, a-t-elle dit. J'essaie de démêler les choses. Je ne voulais pas que Jérémie porte mon silence comme j'ai porté le tien. Je l'ai regardée, surprise et fière. C'est la chose la plus maternelle que je t'ai jamais entendue dire. Elle a ri. Il m'a dit hier soir qu'il voudrait peut-être visiter bientôt. Juste pour un week-end. Il a dit que tes histoires de Porsche lui manquent. J'ai souri. Il a toujours été mon meilleur public. Je l'ai imaginé là à nouveau, les pieds en l'air, écoutant comme si le monde extérieur n'existait pas. Alors que le soleil commençait à se coucher, Clara a posé sa tête sur mon épaule. « Penses-tu que nous serions arrivés ici sans l'accident » a-t-elle demandé. J'ai réfléchi un moment. Non, ai-je dit honnêtement. Mais je pense que la porte était toujours ouverte. Nous avions juste oublié comment frapper. Elle a laissé échapper un long souffle. Je ne veux pas oublier à nouveau. Alors ne le fais pas, ai-je dit doucement. La mémoire est un muscle. Nous la gardons forte en l'utilisant en nous souvenant de qui nous étions l'une pour l'autre. Même quand c'est difficile. Elle s'est alors tournée vers moi, ses yeux doux. Tu as toujours été plus sage que je ne t'en ai donné crédit. Cette nuit-là, elle m'abordait. Pas l'inverse. Inversion des rôles, a-t-elle plaisanté, tirant la couverture jusqu'à ma poitrine. N'oublie pas de boire de l'eau, ai-je dit. Et de te brosser les dents. Nous avons toutes deux ri. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, j'ai tendu la main. Clara. Elle s'est retournée. Merci de ne pas être restée loin cette fois. Son sourire était fatigué mais réel. Merci de ne pas avoir renoncé à moi. J'ai fermé les yeux avec sa voix dans mes oreilles. Cela faisait des années que je n'avais pas aussi bien dormi. Des années depuis que je croyais que nous avions encore le temps de réparer. À l'aube, j'ai trouvé une note sur la table. Aller en ville pour les courses. De retour dans 1 heure. Je t'aime. Je l'ai pliée et mise dans ma poche. Une simple note. Rien de dramatique. Mais elle signifiait plus que n'importe quel grand geste. Elle signifiait qu'elle ne s'enfuyait pas. Elle signifiait que je pouvais faire bouillir la bouilloire sans me demander si je boirais du thé seul. Les rideaux oscillaient doucement dans la brise matinale. Et pour la première fois depuis des années, j'ai senti que le monde ne se rétrécissait pas autour de moi. Il s'ouvrait à nouveau. Lent et régulier. Tout comme la guérison commence toujours. Jérémie est arrivé le vendredi suivant. Pas avec fracas, pas avec cérémonie, juste un coup discret, un doux sourire, et un sac de sport jeté sur son épaule. Il avait l'air plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu, et pas seulement en années. Plus sage, peut-être. Humble. Mamie, a-t-il dit tandis que j'ouvrais la porte. Tu n'as vraiment pas changé. J'ai ri. Eh bien, mes genoux diraient le contraire. Il m'a serré fort, comme quelqu'un s'ancrant à nouveau. Je l'ai tenu plus longtemps qu'il ne s'y attendait. Entre, ai-je dit. Il y a un gobelet aux pêches sur la table, et il a ton nom écrit partout dessus. Il a laissé tomber son sac près du canapé et s'est assis avec une sorte de familiarité qui m'a fait mal au cœur. Cet endroit est exactement comme je m'en souvenais, a-t-il dit, regardant la bibliothèque, la couverture afghane, la planche qui grince près du poêle. Comme si le temps s'était juste mis en pause. Je lui ai tendu une assiette. Le temps ne s'arrête pas, ai-je dit. Mais parfois il revient en arrière et nous donne un second regard. Clara est entrée peu après. Elle a embrassé Jérémie sur la tête et s'est glissée dans le siège en face de lui. Je t'avais dit qu'elle avait toujours le bon gobelet, a-t-elle dit. Il a souri largement. Tu ne mentais pas. Nous avons passé la soirée à jouer aux cartes tout comme nous le faisions quand il était enfant. Clara nous a regardé un moment, souriant, avant de se joindre à nous. J'avais oublié à quel point tu triches, maman, a-t-elle taquiné. Je ne triche pas, ai-je dit. Je vous distrais juste avec des histoires. Jérémie a ri si fort qu'il a presque renversé sa bière de racine. C'était bon naturel. Comme si nous retissions quelque chose ensemble sans même nous en rendre compte. Vers 9 heures, Jérémie a demandé « Est-ce que je peux rester le week-end » Clara m'a regardé. J'ai souri. « Tu ferais mieux. J'ai déjà sorti le vieux matelas de camp et gonflé ton oreiller. » Samedi matin,
j'ai trouvé Clara et Jérémie dans la cour arrière en train d'arracher les mauvaises herbes du jardin. Elle me fait travailler comme une mule, a-t-il dit, essuyant son front de façon dramatique. Clara a levé les yeux au ciel. Il a proposé. J'ai ri et leur ai apporté de la limonade. Alors qu'il buvait sous le bouleau, Jérémie est devenu silencieux. Tu sais, je pensais que tu ne voulais pas de nous, a-t-il dit soudainement. Parce que nous n'avions pas de nouvelles de toi. Je me suis assise à côté de lui. Je vous voulais autour de moi chaque jour. Je ne savais simplement pas où envoyer l'amour quand personne n'était là pour le recevoir. Son visage s'est adouci. Je suis là maintenant. Plus tard cet après-midi, nous avons regardé de vieilles vidéos familiales. Jérémie était assis en tailleur sur le sol, riant des images du bal de promo de Clara et de ses crises de colère de bambin. « Tu as vraiment porté cette robe, maman » a-t-il allé. Clara a frappé son bras. C'était à la mode à l'époque. Je les ai regardés se taquiner, et quelque chose s'est installé en moi. Pendant des années, j'avais porté la douleur de l'absence comme une pierre dans ma poitrine. Maintenant, c'était comme si j'avais enfin trouvé un endroit pour la poser. Pas parce que tout était parfait, mais parce que nous étions tous là, ensemble, prêts à être vus à nouveau. Ce soir-là, nous avons cuisiné le dîner ensemble, les lasagnes de Clara, trop cuites, bien sûr, le pain à l'ail de Jérémie, et ma simple salade. Nous avons mangé sur le porche alors que le crépuscule s'installait sur les arbres. Les cigales chantaient, la brise rafraîchissait, et nos rires remplissaient l'air. J'aimerais que grand-père puisse nous voir maintenant, a dit Jérémie. Clara a hoché la tête. Il prétendrait probablement ne pas pleurer, mais son nez le trahirait. J'ai ri. Il pleurait pendant les publicités de dentifrice. Il serait en larmes. Nous avons levé nos verres limonade, oh, thé sucré. Aux secondes chances, a dit Clara. À ne pas s'enfuir, a ajouté Jérémie. À rester, ai-je murmuré. Nous avons doucement entrechoqué nos verres. Quand il fut l'heure d'aller au lit, Jérémie avait l'air nerveux. Puis-je te demander quelque chose, mamie? J'ai hoché la tête. Vas-y. Il a hésité. Puis-je revenir? Peut-être, plus souvent. J'ai souri. Tu n'as pas besoin d'invitation. Ce sera toujours ta maison. Il a paru soulagé, ému. Ça m'a manqué ici. Tu m'as manqué. J'ai pris son visage dans ma main. Alors que ce soit l'endroit où tu déposes la douleur. Tout n'a pas besoin d'être réparé. Mais tout peut être affronté ensemble. Il m'a serré fort, et j'ai su à ce moment que la douleur avec laquelle j'avais vécu partageait enfin l'espace avec quelque chose de plus doux. Clara est restée debout tard à écrire dans son journal dans le salon. Je suis passée devant elle en allant me coucher. Tu écris un roman? Ai-je plaisanté? Elle a levé les yeux, fatiguée mais contente. J'essaie juste de me souvenir de tout. Je ne veux pas oublier comment ça se sent. J'ai posé ma main sur son épaule. Alors écris-le avec ton cœur, pas seulement tes mains. Elle a hoché la tête. J'apprends. En allant vers ma chambre, j'ai jeté un dernier regard en arrière, Clara griffonnant à la lumière de la lampe, Jérémie ronflant déjà dans la chambre d'amis, la maison à nouveau vivante. Après des années de silence, les murs écoutaient enfin à nouveau les rires. Je me suis couchée cette nuit-là avec la fenêtre entr'ouverte. La brise sentait le pain et le reste du pain à l'ail. Quelque part au bout du couloir, Jérémie a toussé dans son sommeil. Le stylo de Clara grattait doucement sur le papier. J'ai souri dans l'obscurité. Nous n'avions pas tout résolu. Mais nous étions là. Ensemble. Et cela, plus que n'importe quelle excuse ou argent, était le cadeau le plus riche de tous. Dimanche matin, j'ai fait des crêpes. Brûlé les 2 premières, bien sûr. Vieilles habitudes. Jérémie est entré dans la cuisine en chaussettes, cheveux ébouriffés, yeux endormis. Ça sent le paradis et légèrement comme du feu, a-t-il plaisanté. Clara a suivi, nouant sa robe, souriant comme si la lumière l'atteignait enfin. Nous nous sommes assis ensemble, passant sirop et beurre et seconde chance. Tu te souviens quand je cachais des crêpes sous ma serviette pour que tu penses que je les avais mangées? A demandé Jérémie. J'ai ri. Je l'ai toujours su. Il a ri. Tu m'as laissé m'en tirer. Parce que tu avais besoin de croire en de petites victoires, ai-je dit. Nous en avons tous besoin parfois. Après le petit déjeuner, Clara a demandé si elle pouvait prendre une photo. De nous. Juste comme ça. Pas de maquillage. Pas de sourire posé.
Juste 3 visages endormis et une assiette de crêpes. Elle a réglé la minuterie et s'est penchée. Jérémie a passé un bras autour de nous deux. Dites pardon, a-t-il dit. Clic. Cette photo vit maintenant sur ma cheminée, à côté d'une vieille photo de son mariage auquel je n'ai pas été invitée, et d'un des dessins de dragon de Jérémie. Parce que celle-ci, cette photo signifiait plus. Ce n'était pas la célébration d'un moment parfait. C'était la preuve que nous avions traversé quelque chose. Que nous faisions quelque chose de nouveau. Cet après-midi-là, Clara m'a prise à part. Jérémie pense à déménager plus près, a-t-elle dit. Il y a un emploi qu'il examine. À temps partiel, mais stable. Il veut être près de toi. Mon cœur s'est gonflé. Et toi? Ai-je demandé. Elle a hoché lentement la tête. Je ne sais pas encore. Mais je ne veux pas revenir à comment les choses étaient. Je ne suis pas prête à laisser cela derrière. Elle a regardé le jardin. Tu as créé quelque chose ici, maman. La paix. La chaleur. C'est comme marcher dans un souvenir qui ne me manquait pas sans que je le sache. J'ai tendu la main, serré la sienne. Alors reste aussi longtemps que tu en as besoin. Reste aussi longtemps que tu le veux. Nous avons passé l'après-midi à parcourir mes recettes. Clara voulait des copies. Je ne peux pas te laisser emporter ces secrets de pain aux bananes dans la tombe, a-t-elle dit, faisant un clin d'œil. J'ai ri. Certaines d'entre elles viennent de ta grand-mère. Tu te souviens de sa tarte aux pêches? Elle a hoché la tête. Elle me faisait croire que les pêches étaient magiques. Jérémie est entré à mi-chemin et a demandé si nous pouvions écrire un petit livre de cuisine ensemble. Les femmes Elquin, sagesse, gaufres et blessures, a-t-il plaisanté. J'ai ri si fort que j'ai presque pleuré. Nous aurons besoin d'un avertissement, ai-je dit. La plupart de ces recettes viennent avec des souvenirs qui piquent avant de guérir. Plus tard, Jérémie a emballé ses affaires. Je serai de retour le week-end prochain, a-t-il promis, me serrant dans ses bras. Tu es coincé avec moi maintenant. J'ai touché sa joue, me souvenant du bambin qui enterrait autrefois des soldats jouait dans mon jardin de roses. Bien, ai-je dit. J'aime être coincé avec des gens qui m'aiment. Clara l'a conduit à la gare pendant que je nettoyais la cuisine, fredonnant en essuyant les comptoirs. À son retour, elle est entrée dans le salon et s'est juste tenue là, regardant l'espace comme s'il était sacré. Cette maison, a-t-elle murmuré, elle se sent différente maintenant. Comme si elle respirait à nouveau. Cette nuit-là, nous avons fait du pop-corn et regardé un de ses vieux favoris, une comédie romantique avec trop de pleurs et pas assez d'intrigue. Mais nous nous en fichions. Elle s'est blottie contre moi comme elle le faisait avant, tête sur mon épaule, riant des répliques qu'elle connaissait par cœur. J'ai senti son plâtre frôler mon bras. Ça va? Ai-je demandé. Mieux, a-t-elle dit. Un peu de douleur, mais mieux. Elle a fait une pause. Je portais beaucoup plus qu'un bras cassé, maman. Culpabilité. Colère. Honte. Je pense que j'ai fracturé quelque chose en moi il y a longtemps et ne l'ai jamais laissé se réparer correctement. J'ai embrassé son front. Alors réparons-le maintenant. Alors que nous nous préparions pour aller au lit, elle s'est tournée vers moi soudainement. Penses-tu que je serai jamais une bonne mère? La question m'a surprise. Tu le es déjà, ai-je dit. Tu es revenu. Tu as assumé tes erreurs. Tu montres à Jérémie ce que signifie essayer à nouveau. C'est le meilleur genre de maternage que je connaisse. Ses yeux brillaient. Merci. Ne me remercie pas, ai-je dit. Continue simplement à te montrer. C'est le secret. Nous nous sommes toutes deux tenues là dans la lumière du couloir, sans rien dire de plus. Juste en sachant. Et c'était suffisant. Avant de m'endormir, j'ai écrit une nouvelle entrée dans mon journal. Aujourd'hui, ils m'ont appelé à la maison. Pas à voix haute. Mais dans la façon dont ils sont restés. Dans la façon dont ils m'ont regardé. Dans la façon dont ils ont demandé des secondes au petit déjeuner et des troisièmes pour les câlins. J'avais l'habitude de croire que j'étais oubliée. Mais il s'avère que j'attendais juste qu'ils se souviennent. Et maintenant, peut-être que je me suis souvenu aussi qui je suis. Pas juste une mère. Pas juste une grand-mère. Mais une femme qui vaut la peine qu'on revienne vers elle. J'ai fermé doucement le livre. J'ai dormi avec un sourire que je ne savais même pas que j'avais. Le printemps s'est installé comme un vieil ami. Les jonquilles ont fleuri tôt cette année, petites trompettes jaunes égayant la cour. Clara avait commencé à s'occuper du jardin avant que je me réveille la plupart des matins.
Je la regardais depuis la fenêtre de la cuisine, ses cheveux tirés en arrière, son plâtre maintenant retiré, ses doigts dans le sol comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait enterré il y a longtemps. Elle ne se précipitait pas pour retourner en ville. Sa valise amassait de la poussière dans le couloir. Je continue à vouloir partir, plaisantait-elle, mais ton Porsche me retient. Je ne l'ai pas dit à haute voix, mais j'espérais qu'il le ferait toujours. Un matin, je l'ai trouvé dans la salle à manger, mesurant le vieux mur entre la cuisine et le garde-manger. « Que fais-tu » ai-je demandé. « Je pense à ouvrir ceci » a-t-elle dit. « Peut-être ajouter un peu de lumière ici. Peut-être peindre. Rafraîchir un peu. » J'ai ri. « Tu veux dire que tu essaies de te rendre utile pour que je ne te mette pas dehors ?» Elle a souri. « Quelque chose comme ça. » Mais je l'ai vu dans ses yeux, elle ne réparait pas la maison. Elle réparait ce qui avait été brisé à l'intérieur d'elle-même. Et peut-être à l'intérieur de moi aussi. Chaque clou retiré, chaque sol balayé, tout cela faisait partie de son séjour. Jérémie visitait chaque week-end maintenant. Parfois avec des courses, parfois avec du linge, mais toujours avec des histoires. « Vous êtes toutes les deux des sortes de légendes pour moi » a-t-il dit un soir. « Toi, mamie, pour avoir survécu à tout ça. Et toi, maman, pour en être revenue. » Clara lui a lancé un regard. « Ne me fais pas pleurer devant le poulet rôti. » Nous avons ri, mais ma gorge s'est serrée. C'est étrange comme la guérison semble une chose si calme. Il n'y a pas de feu d'artifice. Juste des dîners qui ne se terminent pas en silence. Juste des mains qui se tendent à travers les tables. Juste des voix qui commencent à dire « je t'aime » sans tressaillir. Un soir, Clara m'a apporté quelque chose sur laquelle elle travaillait. C'était un classeur. Soigneusement étiqueté, le livre de la famille Elkin. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des recettes, des lettres, certaines anciennes, certaines nouvelles. « J'ai assemblé ça » a-t-elle dit. « J'ai pensé que nous pourrions continuer à y ajouter. Tu sais, garder une trace de nous. » Je l'ai feuilleté lentement. Il y avait des photos de bébé de Jérémie, des dessins qu'il avait faits à l'école, des notes que Clara m'avait écrites pour des fêtes des mères que je n'ai jamais reçues. « Je veux que tu l'aies » a-t-elle dit. « Je veux que tu saches que nous nous souvenons. Que tu comptes. » J'ai fermé le classeur et l'ai tenu contre ma poitrine. Nous avons organisé le dîner de Pâques cette année. Jérémie a amené une amie, sa petite amie, Lila. Douce fille, yeux gentils. Elle a proposé d'aider à mettre la table. Clara a fait 2 tartes. Je les ai regardées depuis mon fauteuil inclinable, ces 3 personnes qui étaient autrefois éparpillées comme des pièces de puzzle, maintenant assises à une table. J'ai vu comment Clara corrigeait doucement la posture de Jérémie. Comment Jérémie chuchotait des blagues à Lila. Comment Lila tenait la main de Clara quand elle ne parlait pas. C'était la famille à nouveau. Pas comme avant, mais peut-être comme elle était destinée à être. Différente. Plus douce. Plus délibérée. J'ai dû m'excuser un moment. Je suis sortie sur le porche, j'ai laissé la brise embrasser mes joues. Le soleil commençait à se coucher, une lumière dorée baignant le jardin que nous avions reconstruit. Le banc sous le bouleau était fraîchement peint, l'idée de Clara. Je me suis assise là un moment, les yeux fermés, les mains pliées sur mes genoux. J'ai pensé à toutes les années silencieuses. Les lettres sans réponse. Le silence qui s'était installé comme de la poussière sur chaque anniversaire, chaque fête. Et j'ai pensé à maintenant. Le bruit. Les rires. Les assiettes qui s'entrechoquent dans la cuisine. Et j'ai murmuré un merci, pas à quelqu'un en particulier. Juste à l'air. Autant. À la porte qui est restée ouverte. Clara est sortie après un moment, 2 tasses de thé à la main. « De la place pour une de plus ?» a-t-elle demandé. J'ai tapé le banc à côté de moi. Nous avons bu en silence pendant quelques minutes avant qu'elle ne parle. « Te souviens-tu de cette lettre que je t'ai écrite ? La première ? Sur comment je ne savais pas comment arranger les choses. » J'ai hoché la tête. « Je pense que nous les avons arrangées » a-t-elle dit. « Pas tout. Mais assez. » Je l'ai regardée, les larmes me piquant. « Assez, c'est tout » ai-je répondu. Nous nous sommes alors tenus la main. Tout comme nous le faisions quand elle était petite. La lune commençait à se lever derrière les collines. Cette nuit-là, alors que nous fermions à clé et éteignions les lumières, elle a embrassé mon front. « Bonne nuit, maman. » Les mêmes mots qu'elle n'avait pas dits depuis plus d'1 décennie. Je les ai murmurés en retour. Puis j'ai ajouté « Merci d'être rentrée à la maison. » Elle a fait une pause, main sur l'interrupteur. «
Tu n'as jamais cessé d'être la maison, maman, a-t-elle dit. J'avais juste oublié comment frapper. Et puis elle a éteint la lumière. Je me suis réveillée tôt le lendemain matin et j'ai mis la bouilloire en marche. La vieille maison craquait à tous les bons endroits. J'ai entendu des Palétiens descendant le couloir. Et j'ai souri. Pour la première fois depuis des années, je ne me demandais pas qui pourrait revenir. Je savais juste que quelqu'un l'avait déjà fait. Fin.